Bonjour à tous, c'est Ibrahim Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo initiation ALT. Aujourd'hui, on va faire un grand récapitulatif du chapitre numéro 1, à savoir en fait récapituler les 10 dernières vidéos des connaissances que l'on a apprises. Pour commencer, tout simplement, alors je vais éviter de blablater, on va rentrer dans le vif du sujet. On a appris justement qu'on tradait majoritairement les marchés CFD. À savoir que 90% des traders particuliers tradent les marchés CFD. Les marchés CFD, ce sont des marchés miroirs aux vrais marchés financiers qui nous permettent de trader aussi bien à l'achat qu'à la vente, et bien tout simplement avec du levier. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un risque plus important. On va pouvoir en fait démultiplier notre capital de départ pour pouvoir prendre des positions plus risqué. L'idée, encore une fois, c'est qu'on peut acheter lorsque le marché monte et on peut vendre lorsque le marché baisse. Ça, c'est une notion assez importante à comprendre. Il faut bien savoir que, par exemple, ici, là, sur le marché de l'euro-dollar, donc l'euro contre le dollar, eh bien, effectivement, on peut passer un ordre à la vente sans même posséder. Il faut vraiment bien que vous compreniez ça parce que certaines personnes pensent qu'on peut uniquement acheter sur les marchés CFD alors que c'est faux. On peut vendre sans même posséder, ce qui du coup inclut forcément qu'on va racheter par la suite. C'est comme une sorte de pari entre guillemets avec le courtier où on lui dit au courtier bon bah écoute, moi je pense que ça va baisser à partir de maintenant jusqu'à tel ou tel niveau et on exécute un ordre. Donc il faut vraiment comprendre qu'on a l'achat et la vente, donc on peut acheter effectivement jusqu'à un tel prix pour la revendre ensuite, et on peut vendre des positions, on peut faire on appelle ça aussi une vente à découvert, donc en espérant que le marché baisse, puis on rachète la position pour encaisser les bénéfices. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de marchés, autres que les produits. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait tout simplement aller dans affichage, juste ici, hein, affichage, puis dans liste, et vous verrez qu'on a une liste assez impressionnante de marchés financiers où ça clignote en vert, en rouge, etc. Alors les valeurs populaires, on pourrait aller dans les forex directement, qui se situent juste ici, et ça c'est toute la liste des marchés forex. Le forex, je rappelle que c'est le foreign exchange, c'est tout simplement les devises qui sont échangées à l'international. Là-dessus, vous retrouverez toutes les paires principales mondiales, à savoir déjà en Europe, l'euro, le CHF pour le franc suisse, le GBP pour la livre sterling. Vous allez aussi retrouver aux États-Unis ou plutôt en Amérique, eh bien, tout ce qui va être du dollar, l'USD, du CAD, donc du dollar canadien. Vous allez retrouver plutôt au côté asiatique, asiatique du Nord, plus ce qui va être des paires japonaises, pardon, le GPY. Et vous allez retrouver du côté asiatique du sud les paires, alors je pense pas qu'on peut appeler ça asiatique, mais je pense que vous me comprenez, tout ce qui est Nouvelle-Zélande, etc., Australie, à savoir le dollar néo-zélandais, donc le NZD, et l'AUD, donc le dollar australien. Donc il faut savoir que ces paires-là que je viens de vous citer, ce sont les paires, on va dire, principales du marché. Donc il en existe 7, et à partir de ces 7 paires principales, on va pouvoir faire des combinaisons euro-dollar. Par exemple, vous voyez qu'on peut prendre n'importe quelle paire, AUD-CAD, donc le dollar australien contre le dollar canadien, AUD-euro, le dollar australien contre l'euro, on pourrait prendre le GBP-NZD, la livre sterling du coup contre le dollar néo-zélandais, etc., etc. Donc il y a une assez grosse quantité, il y a une assez grosse possibilité de trading. Toutes les paires de trading, puisqu'on appelle ça des paires, hein, ce sont des actifs. Tous les actifs que je viens de citer ne sont pas forcément tous intéressants. Pourquoi? Parce que, et ça on verra dans plusieurs autres chapitres, il suffit pas juste de se dire, bah tiens, moi j'ai envie de trader ça, 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 au hasard. Chaque actif se trade différemment. Chaque actif a une spécificité. D'où l'importance, on le verra bientôt, de se spécialiser sur peut-être 3, 4, 5 actifs maximum. Ça sert à rien de prendre cette liste et d'aller piocher au hasard comme ça en se disant bah tiens je vais trader ici, tiens il faut absolument se spécialiser. On verra ça justement dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc il y a effectivement différents types d'actifs. On a le forex, mais on a aussi d'autres marchés. On pourrait aller dans valeurs populaires, on a aussi des actions et on a aussi, alors les actions c'est quelque chose de très spécifique, on ne va pas les aborder dans cette initiation ni même dans les autres formations. Les actions c'est vraiment un trading très spécifique au trading que l'on fait nous et que 90% des traders font, mais clairement, autre que les devises, il y a surtout les indices.
Les indices et les devises, c'est vraiment les deux types d'actifs que quasiment tout type de trader va se mettre à trader. Qu'est-ce qu'un indice? Un indice boursier, c'est tout simplement comme le CAC 40, vous connaissez très certainement le CAC 40, c'est la réunion des 40 meilleures entreprises de France. Effectivement, il existe aussi plusieurs autres marchés. Il existe le DAX, donc le DAX c'est le GER30, on l'appelle DAX, mais techniquement il est nommé GER30, c'est la réunion des 30 meilleures entreprises d'Allemagne, et on a d'autres entreprises, on pourrait le voir ici, on a l'US 500, donc l'US 500 c'est les 500 meilleures entreprises aux États-Unis, on a juste ici le Japon 225, effectivement on l'appelle aussi le Nikkei, c'est les 225 meilleures entreprises, etc. Voilà, vous avez le FTSE, le FTSE 100, pardon, donc c'est simplement les 100 meilleures entreprises d'Angleterre, etc. Donc vous voyez qu'il y a des indices, pour chaque pays il y a un indice, des fois il peut y en avoir même plusieurs, je pense notamment aux États-Unis. On a aux États-Unis l'US 500, on a le Wall Street Cash, donc ça c'est le Dow, le plus connu des indices c'est le Dow jaune, vous avez très certainement entendu parler aussi. On a l'US Tech 100, qui est aussi surnommé le Nasdaq, donc c'est les 100 meilleures entreprises, on va dire technologiques, etc. Donc vous voyez qu'il y a deux catégories principales sur les marchés financiers, vraiment, et c'est vraiment ce que la plupart des traders vont trader. On a quelques petites autres catégories, mais voilà, on a les devises, donc encore une fois les 7 plus grosses capitalisations, euro, le dollar, etc., le Canada, bref. On a aussi les indices, donc le CAC 40, le DAX 30, le Dow, etc. Et vous avez bien évidemment ensuite des marchés comme les matières premières. Qu'est-ce que les matières premières? C'est tout ce qui est pétrole, l'or, le cacao, le maïs, etc. Là, c'est vraiment très spécifique. Tout ce qui est matières premières, ça demande beaucoup d'expérience. Donc, je vous conseillerais de ne pas forcément vous aventurer sur ces marchés, à moins d'avoir une stratégie bien rodée autour. À partir de là, justement, on avait commencé à apprendre à lire un graphique. C'est important de savoir lire un graphique parce que si vous n'arrivez pas à lire un graphique, ça va être très compliqué par la suite de vous repérer. Savoir lire un graphique, c'est avant tout comprendre les éléments qui le composent. On avait dit justement qu'un marché, lorsqu'il se déplace, c'est un petit peu comme le jeu de la corde. Le marché monte, baisse, etc. Alors des fois il monte un petit peu plus, des fois il baisse un petit peu, des fois il monte encore plus, etc. C'est exactement le jeu de la corde. On a la loi de l'offre et la demande, donc l'achat et la vente, et à partir de là, forcément, comme le jeu de la corde, il y a deux équipes qui vont s'affronter. Il y a une certaine quantité d'acheteurs, il y a une certaine quantité de vendeurs, et à l'instant T, celui qui a la plus grosse main sur le marché, aussi bien l'achat qu'à la vente, remporte la partie à très court terme. Le marché se met à baisser, et ainsi de suite, toutes les quasiment millièmes de seconde près. Voilà un petit peu comment le marché en fait bouge en temps réel. Et à partir de là, pour lire un graphique, on a un style de configuration que l'on appelle les chandeliers japonais. C'est tout simplement ce que vous voyez devant vous. Les chandeliers japonais, contrairement à la ligne de base, rappelez-vous, on avait vu que la ligne c'était intéressant à observer, sauf que le chandelier japonais vous donne 4 fois plus d'informations. Comment? Très simplement, alors avant de creuser le sujet, on avait vu justement que au niveau des chandeliers japonais, on pouvait lire par exemple ici sur un chandelier vert, et je vais zoomer au maximum, on pouvait lire justement que sur un chandelier japonais, on a un cours d'ouverture, de clôture, un plus haut et un plus bas, donc on a bien 4 informations, à savoir sur un chandelier vert, forcément c'est la logique, si ça monte, ça part d'un point A pour aller à un point B, donc le cours d'ouverture il est forcément en bas, et le cours de fermeture il est forcément en haut. Le cours de fermeture, le cours de clôture, c'est la même chose. Ensuite, on a le plus haut juste ici et le plus bas. Donc vous voyez que on a vraiment des petites pinces aux extrémités pour montrer que le marché à l'instant T était au plus haut et au plus bas à tel et tel niveau. Et ce qui va nous importer le plus, c'est forcément le cours d'ouverture et le cours de clôture. Alors à quoi correspond un chandelier? C'est exactement aussi l'autre sujet qu'on a abordé par la suite, les unités de temps. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement juste ici un système qui a été mis en place pour définir en fait l'heure de cotation d'un point A à un point B d'un chandelier japonais. À savoir ici nous sommes
ici vous le voyez en 5 minutes, ça veut dire que ce chandelier-là a rapporté en fait la cotation du prix, donc on est encore sur l'euro-dollar, hein, a rapporté la cotation du prix de l'euro-dollar en 5 minutes, d'accord, le prix le plus haut ici, le prix le plus bas ici, le prix d'ouverture et le prix de clôture. Ça c'est la simplicité, c'est quelque chose de basique. Même chose mais à l'inverse pour un chandelier rouge, pour un chandelier qui est baissier. Le cours d'ouverture forcément, puisque ça part d'un point A pour aller à un point B, c'est forcément cours d'ouverture en haut et cours de fermeture en bas. Le point haut et le point bas, bon, rien ne change, jusqu'ici ça paraît logique. Donc vous avez vraiment 4 informations différentes, on va dire, par rapport à la ligne, qui vont vous permettre de détecter certaines informations, on va dire, cachées. Notamment, et c'est ensuite ce qu'on avait abordé à la fin du chapitre 1, ou voire même au début de la fin du chapitre 1, les configurations de chandeliers japonais. Ça, bien évidemment, vous en doutez bien, ce n'est pas possible d'observer ces configurations-là sur des lignes. C'est pour ça qu'on dit que les chandeliers japonais sont quasiment obligatoires à la lecture. Je connais personnellement aucun trader qui trade avec une ligne et qui est gagnant. Si vous en connaissez, franchement, chapeau. Un trader de base trade uniquement avec les chandeliers japonais, voire exception sur certaines configurations, etc. Mais la ligne, c'est strictement à délaisser. Pourquoi? Encore une fois, parce que le chandelier japonais, vous allez pouvoir, en fonction de leur emplacement, de leur sens, de leur clôture, de leur fermeture, etc., arriver à avoir une information complémentaire. À savoir, juste ici, on l'avait vu ensemble, eh bien, on avait vu 5 configurations principales sur les marchés financiers avec les chandeliers japonais. Premièrement, on avait l'avalement haussier. L'avalement haussier, c'était tout simplement en fait une bougie ici, donc dans le sens inverse. Donc un avalement haussier, forcément, il faut que la bougie soit verte, ou un avalement baissier, il faut que la bougie soit rouge, comme ici. Et en fait, l'avalement haussier, c'est une bougie qui va avaler la bougie précédente. On prend bien, si vous voulez, quand on parle d'avalement, on parle bien des cours de clôture. On parle bien, et là ça fait une référence justement aux 2 termes techniques d'un chandelier. Rappelez-vous, on a les mèches, donc les extrémités, et on a le corps. Le corps, c'est juste ici la partie colorée. Les mèches, ce sont les petits bâtonnets aux extrémités. Donc au niveau du corps, il faut effectivement que pour qu'un avalement soit confirmé, qu'on a un avalement du corps sur l'autre corps. Ça veut dire qu'il faut bien que ce point haut, ce cours d'ouverture et ce cours de clôture soit supérieur au cours d'ouverture et de clôture du chandelier précédent. Donc on a vraiment un avalement, c'est vraiment avaler la bougie précédente. On avait vu ensuite qu'on avait un marteau, alors ça c'est spécifique, un marteau ça se joue sur les extrémités. On avait ensuite le harami. Le harami, c'est tout simplement un avalement, mais dans le sens inverse, à savoir, c'est une bougie qui se fait avaler par la précédente. Donc c'est exactement comme l'avalement, mais c'est juste qu'on a inversé les 2 bougies. On avait vu ensuite la pénétrante, alors ça c'est un peu spécifique, mais en fait c'est en gros c'est un début d'avalement, mais qui n'a pas été plus haut que le cours de fermeture. Exemple ici, pour que l'avalement aurait été confirmé, il aurait fallu que ce cours ici de clôture soit plus haut que le cours d'ouverture de la bougie rouge. Et on a vu ensuite le doji, c'est tout simplement en fait une sorte de croix. C'est un marché qui a que des mèches et qui n'a pas de corps. Ça se traduit par le cours de fermeture est au même niveau que le cours d'ouverture. En gros, à l'instant T, imaginons si on revient sur un chandelier 5 minutes, ça veut dire que le marché monte un petit peu, baisse un petit peu, et au bout de 5 minutes, il clôture au même endroit qu'il a ouvert 5 minutes auparavant. Donc voilà ce qu'on avait vu justement au niveau des chandeliers japonais. Même chose à l'inverse, forcément, avalement baissier, une étoile filante à la place du marteau. Harami baissier, c'est pareil, c'est encore une fois une bougie rouge qui se fait avaler par une bougie verte juste avant. L'inverse d'une pénétrante, c'est une couverture en nuage noir. Et le doji, c'est toujours la même chose. Donc il faut bien différencier les 4 bougies juste ici et le doji. Avalement, étoile filante, harami et couverture, ce sont des configurations de retournement. Et le doji, c'est une figure d'hésitation. On m'avait posé la question, notamment sur le chat, quelles étaient les configurations selon toi les plus importantes. Clairement, les configurations les plus importantes, en tout cas la moins importante, c'est tout ce qui est étoile filante, etc. C'est très très présent sur les marchés.
Par contre, ce qui va être très important, c'est les avalements. Les avalements, les couvertures et la harami, c'est super, super important. Il y en a beaucoup. Mais attention, et ça c'est la petite précision dans cette partie récapitulative, les configurations de chandeliers japonais ne sont pas toujours utiles. Je veux dire que c'est pas parce que vous avez un avalement baissier que forcément ça va baisser par la suite. Il faut bien comprendre ça. C'est juste un élément qui va vous permettre d'avoir, on va dire, une idée supplémentaire sur la tendance prochaine. Il faut bien comprendre justement que plus l'unité de temps est élevée, plus votre configuration en chandelier japonais va être important. Si vous regardez un chandelier, par exemple un avalement baissier en 1 minute, ça va pas avoir beaucoup d'importance. 1 minute sur toute une journée, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, une configuration en avalement baissier sur du journalier, à savoir toute une journée, là forcément ça va avoir de l'importance. Donc il faut vraiment bien comprendre que les configurations de chandeliers japonais, ils vont être en fait efficaces sur des unités de temps plus élevées. Maintenant, bien sûr, les chandeliers aussi, lorsqu'ils vont être assez importants en termes de sens, ils vont être aussi clés lorsqu'on a un contexte. Et ça, on va voir justement dans le chapitre 2, il faut qu'il soit aussi à un endroit précis. Il ne suffit pas juste que ça soit planté en plein milieu d'un mouvement, ça ne sert à rien. Il faut de 1 que ça soit un extrême, ça veut dire que si jamais ici, en cours de tendance, là, en cours j'ai un avalement, ça servirait pas à grand chose. Par contre, si ça baisse tout d'un coup, comme ça, vous voyez, il y a une très très grosse baisse, et que, eh bien, effectivement, on a un avalement baissier, ou on a un avalement haussier plutôt pour un retournement, là, effectivement, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc, encore une fois, on va voir dans le chapitre 2, et on va mélanger toutes les connaissances qu'on a vues dans le chapitre 1, par rapport justement, eh bien, au contexte. Qu'est-ce que le contexte? Comment faire une analyse technique, etc. Tout ça, on va le regarder, on va l'étudier sur les prochains jours et dans les prochaines semaines. Dernière notion du chapitre 1, notamment les unités de temps. On avait vu justement voilà, une unité de temps, blablabla, qu'on a justement 5 minutes, c'est un chandelier qui fait 5 minutes de cotation, mais on avait un petit peu plus creusé le sujet, et effectivement, on avait réussi à comprendre que en fonction de votre style de trading, il existait différentes unités de temps à appliquer. Il existe 3 différents styles de trading. 3 différents styles pour le swing trading, donc le trading long terme, l'intraday pour du trading moyen terme et le scalping pour du trading court terme. Il faut vraiment bien différencier ces 3 types de trading. Swing trading, intraday et scalping. Et en fonction de ces unités de temps, on va pouvoir allouer en fonction de ces styles de trading, on va pouvoir allouer certaines unités de temps, à savoir, pour le swing trading, on va en général diviser ça en 3 unités de temps. Il y avait une logique par la suite. Le swing trading, on était plus axé sur tout ce qui va être en gros hebdo, mensuel, journalier, voire même un peu H4. Et c'est le H4, le 4 heures, c'est ce qui va vraiment en fait séparer entre le swing et l'intraday. L'intraday, on a vu que c'était entre le 5 minutes en gros et le H4. Donc vous voyez qu'il y a une fenêtre assez large, hein, forcément. Ça veut dire 5 minutes, 15 minutes, 1 heure pardon, et 4 heures. Le 30 minutes, on le met un petit peu de côté, personnellement. Je ne traite pas du tout le 30 minutes. Il y a très peu de traders qui utilisent le 30 minutes. C'est une unité de temps qui est assez délaissée par la plupart des traders indépendants. Et on a enfin le style de trading court terme, donc le scalping, où lui, en gros, on part du 15 minutes, on fait du 1 minute, on fait du 5 minutes. On a vraiment les 3 dernières unités de temps. Ce qui nous amène justement à la conclusion que pour avoir un bon trading, il ne suffit pas juste de prendre une unité de temps, par exemple je fais de l'intraday, je prends mon 15 minutes et je trade là-dessus. Non. Pour faire du bon trading, il faut aussi, et ce qui est important, eh bien, arriver à analyser, à utiliser plusieurs unités de temps. Moi, ce que je recommande, et ce que beaucoup de personnes vous recommandent au minimum, c'est d'avoir toujours 3 unités de temps avec vous. À savoir, sur du scalping, forcément, on va prendre par ordre, hein, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. D'accord? Donc, idéalement, lorsqu'on va réfléchir, il faut, sur les 3 unités de temps, 2 unités de temps pour analyser votre marché. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des niveaux clés, etc. Ça, on va voir ça dans le chapitre 2.
Et ensuite, l'unité de temps qu'on appelle l'unité de temps de timing, c'est là où vous allez trouver un point d'entrée. C'est là où vous allez prendre une décision, est-ce que j'achète, est-ce que je vends. Donc on a vraiment sur 3 unités de temps, 2 unités de temps d'analyse et une unité de temps de décision. Pareil pour l'intraday. L'intraday, on peut prendre par exemple 1 heure, le 15 minutes et on peut intervenir sur du 5 minutes, exemple. Et sur du swing trading, par rapport aux unités de temps qu'on avait justement évoquées il y a quelques secondes, on pourrait analyser, je ne sais pas, sur de l'hebdo, sur du journalier et prendre une décision sur du 4 heures, etc., etc. Donc il faut vraiment mieux, au minimum, s'entourer de 3 unités de temps pour arriver à mélanger les styles de trading. Parce que si, imaginons, moi je fais du court terme, forcément, si c'est du scalping, il y a forcément un supérieur au-dessus de moi. Ça veut dire que je fais du court terme, mais qui va me diriger sur les marchés? Ce sont les traders moyen terme. Et qui va diriger ces traders moyen terme? Ce sont les traders long terme. Ça veut dire que si je ne connais pas la vision de marché des traders moyen terme, imaginons les traders moyen terme sont plus dans un sens acheteur et que moi en court terme je n'ai pas compris ça et que je veux vendre, ça va être forcément très compliqué de gagner sur du long terme. Ça veut dire que je vais déjà partir, quand je vais ouvrir une position, je vais déjà partir avec une épine dans le pied. Je vends et les gros traders sont contre moi. Donc vous voyez un petit peu la logique qui est assez importante. Il faut que j'ai plusieurs unités de temps pour comprendre un petit peu la logique dans tout ça. Voilà un petit peu pour ça récapitulatif du chapitre 1. On va procéder aux autres vidéos du chapitre 2 dès demain et dans les semaines à venir. Ça va être un peu compliqué, donc accrochez-vous bien. Bonne journée à tous et à bientôt.